La dernière fois, on avait terminé les particularités des dents temporaires, d'accord? Donc là, on va enchaîner sur la dent permanente immature, d'accord? Dents permanentes immatures, bon, vous savez ce que c'est que les dents permanentes. C'est les dents successionnelles. C'est les dents qui viennent après justement les dents de lait. C'est les dents qu'on va garder justement toute notre vie, d'accord? Donc, ces dents-là, il y a un stade de leur vie où elles sont immatures, d'accord? Immature, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apex n'est pas fermé, tout simplement. Ça veut dire que la jonction sémento-dentinaire, vous vous rappelez, on avait parlé de la jonction sémento-dentinaire, n'est pas encore établie. C'est pour ça qu'on les appelle dents permanentes immatures. À partir de là, donc on va commencer par les particularités de cette dent. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette dent? Mis à part que ce soit la jonction sémento-dentinaire qui n'est pas établie, on va avoir une chambre pulpaire à ce stade-là qui va être très importante et on va avoir une épaisseur d'émail et de tissu dur qui va être moindre. Vous vous rappelez, on avait vu ça pour la dent temporaire, c'était approximativement la même chose. On a dit que pendant l'éruption, ces dents-là étaient fragiles les premières années post-éruptives. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, leur émail et leur dentine étaient immatures. D'accord? Donc là, la même chose, pour les dents permanentes immatures, on a un émail juste après l'éruption qui va être poreux et qui va être immature. Qui dit poreux et immature dit fragile et susceptible d'être attaqué par la carie avec une évolution plus rapide. D'accord? Cet émail-là ne va devenir mature et solide, entre parenthèses, qu'au bout de 2 à 3 ans en post-éruptif, c'est-à-dire après l'éruption de la dent permanente. D'accord? Donc, c'est exactement la même caractéristique que pour les dents de lait. Par rapport au complexe pulpodentinaire, il faut savoir que la dentine radiculaire au niveau des dents permanentes immatures, donc DPI, vous allez trouver DPI, dents permanentes immatures, donc c'est un diminutif, d'accord? Cette dentine radiculaire aussi, au niveau coronaire et radiculaire, va être faible, de faible épaisseur. Les tubuli vont être très, très ouverts, d'accord? Donc, pareil, il y aura une susceptibilité très importante. Par contre, comme on va avoir un apex qui sera ouvert, comme c'est une dent qui est encore en construction, entre guillemets, c'est-à-dire qui poursuit son élongation et sa fermeture apicale. Donc, on va avoir un tissu vasculaire qui va être très important. Et qui dit tissu vasculaire, dit déjà nourriture, entre guillemets, ça veut dire que c'est une dent qui est en train de se nourrir, et dit surtout une dent qui peut se défendre, d'accord? Parce que vous savez que tout ce qui est lymphocytes, macrophages, etc., va venir par le biais de la vascularisation. Donc, à ce niveau-là, comme on a une vascularisation très riche, très importante, donc forcément, c'est une dent qui est à même de se défendre le mieux possible. Donc, toutes nos thérapeutiques vont être axées justement vers la conservation de la vitalité au maximum, d'accord? Vous allez voir qu'il y a d'autres thérapeutiques qu'on pourra utiliser éventuellement après la nécrose de la dent, c'est possible, mais on va essayer quand même de garder la vascularisation parce que c'est notre allié de cicatrisation, d'accord? Par rapport aux particularités anatomiques, comme on l'avait dit précédemment, on va avoir une absence de JCD, jonction sémento-dentinaire, et selon le stade d'évolution de la racine, on va avoir soit un apex qui va être en tromblon, c'est-à-dire bien ouvert, un peu comme ça, d'accord? Et à un stade plus tardif, on va dire, de l'évolution, on va avoir un apex qui va être cylindrique, d'accord? Donc, il sera ouvert, il sera comme ça biaisé, il va avoir tendance à se refermer progressivement jusqu'à la fermeture totale de la jonction sémento-dentinaire, d'accord? Donc, à ce moment-là, quand on a affaire quand on doit traiter une DPI qui est encore à un stade tardif par rapport à la mise en place de la JCD, il faut savoir que vous allez avoir affaire à des parois qui vont être très fines, d'accord? Donc, si vous devez faire un traitement endodontique, il ne faut pas surpréparer, d'accord? On ne va pas racler nos parois dentinaires à l'intérieur de notre canal beaucoup parce qu'elles vont être fines déjà, d'accord? Donc, il faut faire attention par rapport à ça. On va avoir des diamètres qui vont être très importants, surtout quand on doit traiter une incisive centrale. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas trop racler, il ne faut pas surpréparer nos canaux, d'accord? Parce qu'il faut garder en tête que les parois sont fines. La région apicale, on l'a dit, elle va être très vascularisée, donc ça va être un allié pour nous.
c'est très important. Et parallèlement, je vous ai dit que quand l'apex est ouvert, ça c'est valable aussi pour les dents de lait, la symptomatologie, elle ne va pas être douloureuse, d'accord? Parce qu'il n'y a pas ce phénomène de vase clos, on ne va pas avoir cet œdème avec ces douleurs, cette pression, etc. La pression et la douleur ressentie lors des pulpites, elle va être essentiellement ressentie telle qu'on la connaît quand on a un apex fermé. Donc pour les dents de lait, on a dit que c'était au stade 2 ou le stade S, d'accord, de stabilité, c'est-à-dire après la fermeture de la dent et avant le début de la rhizalyse. Ça, c'est pour les dents de lait, d'accord? Donc, les particularités physiologiques, donc une fois que la couronne va être formée, la racine, elle va commencer sa prolifération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dent, ça je pense que vous l'avez vu déjà en deuxième année, que la formation de la couronne précède, d'accord, ou vient avant la formation de la racine. D'accord? Et ce n'est que quand la couronne est totalement achevée que la formation de la racine va débuter. D'accord? C'est pour ça que vous allez voir ce qu'on doit connaître, nous, pour la dent permanente immature, ça va être ce qu'on appelle les stades de Nola. Les stades de Nola, justement, c'est identifier le stade d'évolution de la dent en fonction de l'âge civil, déjà, mais pas que. D'accord? Parce qu'on va voir qu'il y a certains cas, je vais vous expliquer à la fin, comment corréler l'âge civil et l'âge dentaire. Ça, c'est très important pour vos thérapeutiques pour savoir est-ce que vous avez affaire à une dent permanente immature ou pas. D'accord? Je vais y revenir à la fin du cours. Donc, et il faut savoir aussi, donc on a dit que la couronne précède la racine, et il faut savoir aussi que quand la racine atteint sa longueur définitive, d'accord, ou définitive, l'apex est encore béant pendant 2 ans, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? La dent va faire son éruption, d'accord? Au stade 8 de Nola. Donc, à ce moment-là, la racine n'est qu'à ses 2/3 de longueur. C'est tout. Elle n'a pas encore atteint sa longueur totale. Il va falloir attendre encore 4 ans pour qu'elle atteigne sa longueur définitive, d'accord? Donc là, c'est les stades de Nola. Pour faire simple, pour pouvoir les retenir, vous avez du 1er au 6e stade la formation de la couronne. D'accord? On ne parle que de couronne. Du 7e stade au 10e stade, vous avez la formation de la racine. C'est très simple à retenir. Donc, du 0 au 6, on ne parle que de couronne. Absence de crypte, présence de crypte, classification initiale, 1/3, 2/3, couronne presque achevée, achevée. D'accord? Ça, c'est les 6 premiers stades. 7, 8, 9, 10, ça va être la formation de la racine. Donc, au 7e, vous avez 1/3 de la racine, 8e, les 2/3, 9e, racine presque à sa longueur définitive. La 10e, ce n'est qu'au 10e stade qu'on va avoir la jonction sémanto-dentinaire ou la JCD. D'accord? Donc, les 2 points clés à retenir, ça va être le 8e stade, c'est-à-dire les 2/3 de la racine qui va correspondre à notre éruption radiculaire. Donc, c'est à ce stade-là qu'on va avoir l'éruption. Et le 10e qui va correspondre à la jonction sémanto-dentinaire, donc la fermeture apicale. D'accord? Entre le 8e et le 10e, il va s'écouler 4 ans. D'accord? Donc, quand la dent fait son éruption, il va falloir attendre 4 ans supplémentaires pour qu'il y ait établissement de la JCD. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si vous avez, par exemple, un patient qui vient à votre consultation pour, par exemple, une fracture, un traumatisme au niveau de l'incisive centrale supérieure, d'accord? Ce patient a 8 ans. L'incisive centrale supérieure, elle fait son éruption à quel âge, s'il vous plaît? Madame, 6 ans à 7 ans. Pardon? 6 ans à 7 ans. 6 ans à 7 ans, excellent, d'accord? Donc, à 8 ans, cette dent, elle est mature ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Excellent. Donc, d'emblée, quand le patient vient avec un traumatisme, vous posez la question, vous lui dites, vous avez quel âge? S'il vous dit qu'il a 8 ans, vous savez d'emblée que vous avez affaire à une dent permanente immature. D'accord? Bien entendu, vous allez pouvoir vérifier avec une radiographie rétroalvéolaire. D'accord? Vous allez voir qu'il n'y a pas de fermeture apicale. Vous allez avoir un apex qui va être ouvert, il ne sera pas fermé. Vous pouvez le contrôler. Mais déjà d'emblée, vous savez que cette dent est immature. D'accord? C'est pour ça qu'il est important de connaître la date d'éruption des dents et il faut connaître l'âge civil du patient. Donc, il va falloir corréler. La seule petite difficulté où vous ne pourrez pas faire votre diagnostic uniquement cliniquement, où vous aurez obligatoirement recours à la radiographie rétroalvéolaire, c'est quand vous avez affaire à un traumatisme ancien. D'accord? C'est-à-dire que le patient vient,
Il a par exemple 10 ans ou 11 ans, on va dire, et il vous dit j'ai fait le trauma il y a 4 ans, d'accord? Si c'est un traumatisme pénétrant en général où la dent est nécrosée, d'accord? Il va falloir poser la question de quand date exactement le traumatisme, d'accord? Et là, à ce moment-là, vous faites une rétroalvéolaire pour voir est-ce que la dent est immature ou pas, d'accord? Parce que s'il a subi un traumatisme vers l'âge de 7 ans, on va dire, ou 6 ans, forcément, si la dent s'est nécrosée, ça veut dire qu'il y a eu arrêt de l'élongation radiculaire. Vous êtes d'accord? Parce que la dent ne se nourrit plus, elle n'a plus d'apport vasculaire, elle est nécrosée, donc elle va stopper net l'évolution de la racine. D'accord? Donc, malgré que le patient va avoir 12 ans, la dent s'est arrêtée, entre guillemets, à l'âge de 7 ans. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est clair? Oui, madame. Très bien. Très bien. Donc, posez la question de quand date le traumatisme, corrélé avec l'âge civil, et si nécessité, rajouter une radio rétroalvéolaire pour confirmer la maturité ou non de la dent. D'accord? Donc là, je vous ai donné l'exemple du traumatisme, mais vous pouvez avoir un autre exemple qui est l'exemple de la carie, tout simplement. Si vous avez une carie au niveau d'une molaire, une première molaire du bas, d'accord? C'est la première à faire son éruption, on l'appelle la dent de 6 ans. Pourquoi on l'appelle la dent de 6 ans? Parce qu'elle fait son éruption à 6 ans, d'accord? Donc, s'il y a eu un processus carieux à ce moment-là, d'accord? Parce que je vous ai dit que l'émail était immature, etc. Si la dent, en plus, a fait son éruption, très souvent, on voit tous les patients et les enfants avec des dents de 6 ans cariées. Tout simplement parce que c'est des dents qui vont, je vous l'ai dit, quand elles font leur éruption, l'émail est immature. Donc, il est sensible, susceptible de développer des caries rapidement. La dentine, elle a des tubuli très ouverts, donc l'évolution, elle sera rapide. Et en plus, à cet âge-là, les enfants n'ont pas forcément cette culture du brossage, cette culture de l'hygiène bucco-dentaire, d'accord? Et comme aussi les parents ne sont pas très conscients de la nécessité de conserver des dents de lait en bon état et tout, donc forcément, cette dent de 6 ans va faire son éruption dans un milieu qui n'est pas favorable, où il va y avoir des caries déjà, où il va y avoir une charge bactérienne qui sera importante, où il n'y a pas une hygiène qui sera initiée. Donc, très vite, ces dents-là, elles vont être cariées, d'accord? Et à partir du moment où elles sont cariées, si elles ne sont pas traitées, je vous ai dit, l'évolution, elle va se faire rapidement. Donc, si on a une carie vers l'âge de 6-7 ans, d'accord, juste après l'éruption de la molaire, et si cette carie va engendrer une nécrose, donc là encore, ce sera le même cas de figure que le traumatisme, la dent va cesser sa maturation radiculaire. Donc, même constat que pour l'incisif central, vous allez avoir une molaire qui sera immature. D'accord? Donc, faites attention à ça. D'accord? Au traumatisme essentiellement pour ce qui est des dents intérieures et au caries pour ce qui est des molaires. Donc, ayez en tête que c'est possible que ce soit une dent immature et vous allez le voir lors d'un prochain cours avec Dr. Eribla. Je vais vous en parler, mais elle va mieux les détailler, les thérapeutiques. Selon que la dent soit vivante ou nécrosée, vous allez avoir différentes thérapeutiques à appliquer sur la dent permanente immature. Elle a ses propres thérapeutiques. D'accord? Apexification. Exactement. C'est l'apexification et l'apexogénèse. D'accord? L'apexification quand la dent est nécrosée, l'apexogénèse quand elle est vivante. Génèse, ça veut dire générer quelque chose, ça veut dire que la dent est vivante. OK? Je vais revenir sur la... Il n'y a pas de problème. Madame, mais est-ce que on fait ce genre de thérapeutique à l'état d'hygiène de nos patients algériens? Oui, on le fait très souvent. On le fait très, très souvent. On est obligé de le faire parce que sinon, ça serait criminel d'avoir affaire à une dent immature et de la laisser telle qu'elle. Parce qu'après, si on ne la traite pas, on va avoir des processus infectieux et le patient va perdre sa dent. Or que les thérapeutiques d'apexification, par exemple, ou d'apexogénèse sont très, très simples. Sont très, très simples à effectuer. Il faut juste un contrôle régulier, tout simplement. Sensibiliser votre patient pour qu'il revienne surtout. Faire des contrôles radiographiques et suivre l'évolution, ça donne très, très bien. On a beaucoup de patients dans ce cas de figure et on arrive à obtenir des fermetures apicales très, très facilement. D'accord. Pas de questions jusque-là? Non. Très bien. Donc, on va continuer. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, la dent fait son éruption au stade 8. C'est les dates à retenir. D'accord? Il faut les garder en tête. Qu'il s'écoule 4 ans entre le 8 et le 10. Ça, vous l'avez compris. Qu'au niveau du 9e stade, la dent a presque atteint sa longueur. Il va falloir entre 2 à 3 ans pour qu'elle atteigne le stade 10. D'accord? L'absence de constriction apicale fait que les voies naissent, je pense, bien compris. D'accord?
Ça, c'est un schéma juste pour vous montrer les différents stades, d'accord? Là, c'est un stade 8. Attendez, je vais prendre le focus. Voilà. Donc, ça, c'est un stade 8, d'accord? Donc, quand la dent fait son éruption, vous avez un apex qui va être en tremblon, donc bien ouvert, d'accord? Vous avez 2/3 de la racine qui seront élaborés. La couronne, bon, elle est totalement édifiée, ça, je vous l'ai dit. Les 2/3 de la couronne, elle fait son éruption là-dedans et elle poursuit. Elle poursuit grâce au système vasculaire, elle poursuit son édification, donc elle devient plus longue. Regardez, entre le 8 et le 9, on a une racine qui est plus longue, d'accord? Donc, au 9e stade, on est pratiquement à toute la longueur radiculaire et ce n'est qu'au 10e qu'on va avoir l'établissement de la JCD. L'apex va se resserrer. Donc, quand on dit fermeture apicale, en réalité, il n'y a pas une barrière totale, d'accord? Vous êtes d'accord? Parce qu'il y a toujours une petite communication. C'est un foramen, on va avoir un foramen, mais on ne va pas avoir cette ouverture très importante, d'accord? Et je vous ai dit, entre le stade 8 et le 10, il va s'écouler en moyenne entre 4 à 10 ans. À 5 ans, à 4 ans, pardon, à 10 ans. D'accord? C'est clair jusque-là? Oui, madame, c'est clair. Oui, madame. Parfait, je vous remercie. Donc, il y a des petites variations. On a dit, en général, c'est stade 8, elle fait son éruption. Il y a certains cas où il a été observé une éruption précoce des dents définitives quand on a une extraction précoce, justement, de la dent temporaire, ou sinon quand il y a une résorption prématurée de la racine de la dent temporaire. Donc là, la dent permanente, elle va faire son éruption un peu plus tôt, c'est tout. Mais ça reste de l'ordre d'une année maximum. Le cicatrisant est très important, les thérapeutiques réussissent en général. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a... qu'est-ce qu'on va dire? Et comme la mélogénèse, je ne sais plus ce que je devais dire. La maturation améliore, on en a parlé. Oui, et je vous ai dit, comme l'apex est ouvert, on ne va pas avoir forcément de phénomène douloureux, donc on ne va pas avoir de pulpite proprement dite. D'accord? Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que, là, je vous l'ai dit dans la simulation de cas clinique que j'ai décrit, d'accord? Je vous ai dit, la première molaire, il faut savoir qu'elle fait son éruption dans une cavité buccale qui a déjà plusieurs caries, malheureusement, dans notre population. Donc, elle est confrontée à un environnement bactérien qui va être cariogène, donc elle est plus susceptible. C'est pour ça qu'il faut insister sur les visites chez le dentiste à cet âge-là, d'accord, juste avec l'éruption. Essayer d'établir de bonnes habitudes d'hygiène buccale et, si possible, faire des traitements comme vous allez le voir en 5e année, la mise en place de sealant, d'accord, sceller les puits et fissures, etc. C'est des traitements interceptifs, d'accord. Voilà. Donc, pour revenir rapidement juste sur les thérapeutiques, donc moi, au niveau de mon cours, je vais juste les citer, mais vous allez avoir un cours détaillé là-dessus. Donc, je vous ai dit, si la dent est vivante, d'accord, au moment de notre intervention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le patient vient avec un traumatisme, la dent est encore vivante, vous avez fait votre test de sensibilité, elle répond, il n'y a pas de problème, le traumatisme est récent. Donc là, on va faire des thérapeutiques d'apexogénèse, d'accord? L'apexogénèse, ça va être quoi? Ça va être tout simplement soit un coiffage pulpaire direct, d'accord? Soit une pulpotomie, selon le cas, d'accord? Pourquoi coiffage pulpaire direct et pulpotomie? Parce que c'est des thérapeutiques où on va conserver notre pulpe et nous, c'est ce qu'on veut, parce que c'est cette pulpe-là qui va justement continuer ou apporter les nutriments, les défenses nécessaires pour continuer l'élongation radiculaire. D'accord? Ça, c'est quand la dent est vivante. Par contre, si elle est nécrosée, d'accord, c'est bon, le traumatisme est ancien ou la carie est ancienne. Donc là, on va faire ce qu'on appelle des thérapeutiques d'apexification. D'accord? Les thérapeutiques d'apexification, on va agir au niveau du canal. Pourquoi? Parce que la pulpe est nécrosée, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans le canal? On va mettre des produits qui sont bien sûr biocompatibles, mais qui sont capables de créer justement une barrière. D'accord? On va recréer, si on veut, une jonction sémento-dentinaire, mais ça ne va pas être une jonction sémento-dentinaire, ça va être uniquement du sément, d'accord? On ne va pas avoir de la dentine en général, on va avoir du sément, avec soit des biosilicates, soit de l'hydroxyde de calcium. Donc, l'hydroxyde de calcium, vous le connaissez, c'est celui qu'on prépare pour la désinfection, celui qu'on a décrit
pour le traitement intermédiaire des lipo-E, d'accord? De préférence, une préparation magistrale poudre avec du sérum physiologique que vous mettez dans le canal et que vous renouvelez toutes les 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'il est hydrophile, il va se désagréger, donc il va falloir le renouveler. Et à chaque fois, mettre une obturation coronaire étanche, d'accord? De préférence, moi je préconise du verre ionomère ou carrément un plot de composite, d'accord? Il faut que ce soit le plus étanche possible pour qu'il n'y ait pas de fuite de l'extérieur, de la cavité à l'intérieur, d'accord? Ou sinon, on peut mettre, il y a d'autres thérapeutiques qui vont être un peu plus rapides, du MTA, d'accord? Ou de la biodentine. Ça, c'est ce qu'on appelle les biosilicates ou les silicates tricalciques, d'accord? C'est des matériaux qui sont biocompatibles et qui vont engendrer rapidement la création de séments et la création d'une barrière. Et là, quand on utilise, par exemple, le MTA, on peut le mettre en place et agir 48 heures après. Parce que déjà, le MTA en lui-même, il va nous créer une barrière, un blocage. Donc, on va faire notre obturation canalaire directement. Par contre, quand on utilise de l'hydroxyde de calcium, l'hydroxyde de calcium, on est obligé d'en mettre tout au long du canal et on est obligé d'attendre, de renouveler jusqu'à l'objectivation d'une barrière radiologiquement. Vous allez faire une radiographie et vous allez voir à ce moment-là qu'il y a eu une barrière apicale. Donc là, vous avez réussi votre apexification, vous pouvez faire votre traitement endodontique et vous avez gagné la partie. D'accord? C'est clair pour la différence entre l'apexogénèse et l'apexification? Madame, Oui? concernant l'apexigénèse et l'apexification, on a fait déjà, par exemple, on a fait ce traitement. Oui. Est-ce qu'après, on peut faire l'obturation définitive après quelques séances? Et comment on vérifie la réussite de notre traitement? Est-ce que par une radiographie? Tout à fait, tout à fait. Que ce soit pour l'apexogénèse ou l'apexification, je vous ai dit, l'apexogénèse, c'est quand elle est vivante. L'apexification, c'est quand elle est nécrosée. Ça, vous l'avez bien compris. Mais pour vérifier le succès de notre thérapeutique, c'est toujours la radio. D'accord? Vous faites des radiographies rétroalvéolaires. Si vous avez votre barrière, c'est que vous avez terminé votre traitement. Là, vous ferez l'obturation définitive. D'accord? Si ce n'est pas encore le cas, bon, pour l'apexogénèse, on le fait une fois, hein, d'accord? L'apexogénèse, je vous ai dit, c'est soit la pulpotomie, soit le coiffage pulpaire direct, d'accord? Donc, vous faites votre radio, c'est bon. Mais pour l'apexification, on est obligé, si on utilise l'hydroxyde de calcium, de faire des radios à répétition. Si on utilise le MTA, ça va être, dès que vous mettez votre MTA, vous attendez 48 heures parce qu'il a besoin de durcir le MTA, d'accord? Et là, vous faites votre obturation canalaire et votre obturation définitive. Il n'y a pas de problème. De toute façon, il va y avoir un cours détaillé, dédié à l'apexogénèse et à l'apexification. Moi, je vous en parle parce que ça fait partie des thérapeutiques des dents permanentes immatures. C'est juste pour que vous ayez une idée. D'accord? C'est clair? D'accord, madame. Oui. Très bien. De toute façon, si vous allez avoir des questions par la suite, je reste à votre disposition. Vous pouvez me les envoyer, vous pouvez me les communiquer, il n'y a aucun problème. OK?